Bonjour, Patricia Dudonné, peut-être pour commencer, on a parlé beaucoup de construction, de réhabilitation. En la matière, les bailleurs sociaux et les OPH sont assez exemplaires, surtout sur la partie rénovation-réhabilitation. Malgré tout, la conjoncture de 2023 n'a pas épargné les OPH et les bailleurs sociaux. Peut-être déjà simplement, quelle est la situation, le point de conjoncture pour ces acteurs-là? Alors, ça dépend par quel bout on prend les choses. Soit on parle de nos entreprises, soit on parle du Du contexte. parc? On peut dire un mot de chaque, peut-être. Euh, Tout d'abord, effectivement, tout ce qui a été dit jusqu'à présent, contrairement peut-être à des images qu'on peut avoir, impacte également le monde du logement social. On a parlé de taux d'emprunt, beaucoup, longuement, pour le privé. On rappelle que le logement social en France, il est financé grâce au montant déposé sur le livret A, donc c'est de l'épargne populaire. Et quand il y a de l'inflation, cette épargne, il faut la rémunérer. Et donc le taux du livret A augmente. Et vous avez parlé de taux explosifs d'explosion des taux dans le privé, on a vécu la même chose. On a pris 2 ou 3 points voilà, sur moins de 2 ans et ça a énormément affaibli notre capacité d'investissement. Pour vous donner un petit peu une idée, ça a un point de différence chez un bailleur comme celui que je dirige, c'est 10 millions de charges de la dette en plus. Donc ça fait 10 millions de moins d'autofinancement à mettre en fonds propres dans les programmes. Donc ça, c'est l'impact conjoncturel. On va parler de coûts de construction. Inutile de redire tout ce qui a été dit. Il n'y a pas de raison. On est un acteur du logement et à ce titre, on subit tout ça. Après, il y a la question effectivement du contexte particulier. Notre histoire récente des 10-15 dernières années, elle est liée à l'histoire, enfin en tout cas un positionnement des promoteurs. Les bailleurs sociaux, et ça c'est important de le dire, n'ont pas choisi la VFA, n'ont pas choisi la modalité qui consiste à acheter des logements en vente en état futur d'achèvement auprès des promoteurs. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas content de le faire. Il y en a plein dans la salle et on se connaît très bien et c'est tous des partenaires. Sauf que ce modèle-là, il a été créé par la puissance publique pour plein de raisons. Et on a dit que tout à l'heure, il me semble que quelqu'un l'a dit, tant qu'à faire des citations, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et l'intention de départ, elle est géniale dans le fait de permettre aux bailleurs sociaux d'acheter en VFA dans les promotions privées. C'est la mixité sociale, c'est la non-ghettoisation, c'est le mélange des populations et c'est formidable. Sauf que globalement, ça a eu une conséquence pour les bailleurs sociaux, c'est que ça nous a coupé du foncier. C'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas de VFA et qu'il fallait faire du logement social, Bertrand a cité un chiffre, moi j'en citerai un autre au niveau national, puisque moi je représente là le mouvement HLM, c'est 2,6 millions de demandeurs aujourd'hui, avec une augmentation structurelle l'année dernière. Donc on voit bien, et un turnover qui n'arrête pas de baisser, c'est-à-dire des gens qui restent coincés chez nous, qui n'ont plus de parcours résidentiel. Donc le besoin en logement social, il existe, il est prégnant. Il n'est pas l'ensemble du marché, mais il a sa part. Et aujourd'hui, on n'a plus d'accès au foncier. Donc la seule manière qu'on a majoritairement, et c'est très sensible en Isère de produire, on produit en majorité à travers la VFA avec les promoteurs. Quand les promoteurs sont en crise, quand le système se grippe, nous on a emporté, je dirais qu'avant on était contre-cyclique. Quand on avait accès au foncier, on pouvait continuer à soutenir le bâtiment, à soutenir un peu la production. Aujourd'hui, ça devient très compliqué pour nous puisqu'on est aussi dépendant de nos partenaires promoteurs. Donc je pense que ça c'est un vrai sujet, c'est la question de l'accès au foncier, du coût du foncier. Par le biais de la VFA, on ne s'est plus posé la question du coût du foncier. C'est-à-dire qu'on s'est dit que le coût du foncier, finalement, c'est un problème du secteur privé. Donc, charge aux promoteurs d'en faire leur affaire, de trouver le bon prix du foncier par rapport à leur marge. Ça ne concernait plus personne, et notamment ça ne concernait plus la puissance publique. Et à partir de ce moment-là, on a instauré dans les PLU des obligations de vendre du logement social à des bailleurs sociaux qui, eux, ont des contraintes très fortes de sortie de loyer et qui donc sont contraints au niveau de leur niveau d'achat. Et ça, c'est aussi, ça donne une tendance spéculative sur la vente en neuf, parce qu'il faut bien que le promoteur retrouve sa marge, et quand il ne l'a pas avec le bailleur social, il va la chercher un peu plus loin avec la vente au privé. Et tout ce qui avait l'air extrêmement vertueux au départ, c'est un peu pris les pieds dans le tapis. Et ça, je pense que c'est quelque chose aujourd'hui où on a un vrai sujet là-dessus. Alors après, on a dit plein de choses sur les maires.
Bon, il se trouve que je suis à la tribune avec d'autres. On va les Moi, voter je aussi. voudrais les saluer. C'est vrai que c'est pas facile aujourd'hui d'être un maire constructeur. C'est pas évident. On le voit bien, nous encore plus quand il s'agit de faire du logement social. Mais ils ne se sont pas pourtant, pour autant, alors pas tous, voilà, mais nous, on a la chance de travailler avec des maires qui nous accompagnent dans la mesure de ce qu'ils peuvent faire, de l'acceptabilité de leurs concitoyens, des besoins, de leurs finances aussi. On peut parler des établissements publics fonciers, on peut parler de réserves foncières, on peut parler de secteur d'aménagement, on peut parler effectivement de leur positionnement au sein de l'OPLU ou PLUI d'obligations de logements sociaux. Donc voilà, on ne peut pas dire que... moi, je considère qu'il faut quand même faire attention. Les maires sont nos premiers partenaires sur le territoire pour faire. Voilà. Et ils ont leurs propres difficultés et on est tous autour de la table pour dire comment on pose nos enjeux pour avancer. Voilà. Donc l'enjeu, c'est le foncier aujourd'hui, pour nous en tout cas, aux bailleurs sociaux. Vous avez très bien fait la transition, justement, Philippe Lorimier, maire de Crolles. On l'a entendu sur la table ronde précédente, c'est difficile, l'acceptation sociale de la construction, d'autant plus peut-être sur de la construction intégrant ou des programmes sociaux. Pourtant, le besoin est là, pourtant le besoin est croissant, en particulier à Crolles avec des nouveaux emplois qui vont arriver, un territoire en dynamique démographique. Comment rendre acceptable la construction et est-ce que vous êtes inquiet pour 2026 ? Non, mais je ne suis pas inquiet parce que quand vous êtes maire, vous avez envie de convaincre et puis de porter vos politiques, donc vous les défendez. Mais Didier Laurent-Baud l'a dit, c'est pas simple parce que bon, moi je suis dans une commune où on a fait de la mixité sociale depuis de très très longues années, alors qu'on n'y est pas obligé. Et ça, c'est un vrai sujet au niveau national. C'est cette espèce de, comment dire, d'obligation, alors qu'on a 70% quand même des gens qui sont éligibles au logement social. C'est une vraie problématique de se dire pourquoi est-ce que des communes échappent à ces obligations ? Parce que c'est des éléments vraiment forts de la mixité et de l'équilibre social. En tout cas, sur la ville de Crolles, on a un tiers des catégories socio-professionnelles. Donc, je tiens à ça. Après, les difficultés qu'on a, c'est que sur la ville, vous avez bien évidemment le logement social, et puis vous avez également des gens, comme je pense un grand nombre dans cette salle, qui sont dans des maisons. Voilà. Et eux, ce qu'ils regardent, c'est leur patrimoine et l'augmentation de leur patrimoine. Ils n'ont pas envie que le patrimoine et le coût du patrimoine baissent. Donc en gros, le logement social, pour eux, moi je ne parle pas de logement social, je dis logement abordable. Parce que c'est une réalité. 70% des Français qui peuvent accéder au logement social, pas le logement social, c'est le logement abordable. Abordable, c'est ça qu'il faut dire. Il faut arrêter de parler d'HLM et de logement social. Donc moi, ça fait un moment que j'ai changé mon langage là-dessus. Bon. Donc ça veut dire que quelque part, vous avez des gens qui sont en maison, plutôt grande, ils n'ont pas envie de logements sociaux. Puis de l'autre côté, vous avez aussi des gens qui se disent « il faut que la ville soit plus verte, il faut qu'elle soit plus agréable à vivre ». Donc vous avez deux entités à l'opposé quasiment de l'échiquier politique qui ont des intérêts contradictoires. Moi, je suis en plein milieu, je suis socialiste, et je continue à porter ces logiques du logement, logement pour tous, le beau et le bien. C'est-à-dire que quelque part, il faut travailler l'acceptabilité. Et en travaillant l'acceptabilité, vous faites une ville agréable à vivre, et en faisant une ville agréable à vivre, vous surenchérissez le prix du foncier. C'est-à-dire qu'en gros, moi j'ai vu les prix du foncier bondir sur la ville de Crolles. Ça pose des tas de problématiques. Ça pose des problématiques, effectivement, sur l'équilibre et le bilan économique de nos promoteurs. Parce que j'ai vu, les gens sont fous, quoi. Les propriétaires fonciers sont fous. Donc demain, comment est-ce que dans des secteurs tendus, on amènera à une forme de régulation du surenchérissement du prix du foncier? Parce que ça, c'est un vrai problème. On a parlé du prix de la construction. Le prix de la construction, effectivement, il est contraint sur les nouvelles normes. Et c'est vrai que moi, des fois, je me dis, peut-être mieux avoir un peu moins de normes et faire un peu plus de logements. Parce qu'on a un besoin de logement. Bon. Et puis de l'autre côté, on a aussi des propriétaires fonciers qui demandent des prix fous. Moi, j'étais en discussion il y a encore très peu de temps. Des propriétaires, on voulait préempter, ils sont sur des prix exorbitants. Donc il y a aussi probablement demain, et ça c'est l'État qui peut le faire, c'est comment on régule le prix du foncier. Après, nous, on a une difficulté demain, parler sans doute du zéro artificialisation nette, qui va là aussi contribuer à une forme de surenchérissement du foncier. C'est-à-dire qu'il faudra que les collectivités aient en capacité, Madame de Deday, de dire, bon, on a perdu l'accès au foncier.
à travers le VFA. C'est juste, bon, seules les collectivités peuvent être en capacité d'aller capter du foncier et de le mettre à disposition à des prix raisonnables en direction des bailleurs sociaux. Donc ça veut dire que demain, avec le ZAN, on ne pourra plus aller chercher du foncier agricole à 0,50 centimes ou 1 euro. Voilà. On va devoir aller chercher du bâti constructible. On a commencé sur la ville de Crolles à l'anticiper. On a fait de l'acquisition foncière, et des acquisitions foncières aujourd'hui, un peu comme le font les promoteurs, c'est-à-dire, vous avez 5000 m², vous commencez à payer 3-4 millions d'euros. Alors qu'avant, ce n'était pas du tout le même prix. Je vous laisse faire le calcul. Entre 1 euro et puis, on va dire, 400-500 euros du mètre carré, on n'est plus sur le même sujet. Donc, c'est-à-dire que les collectivités vont devoir prendre cette responsabilité de faire de l'acquisition foncière au prix quasiment que payent les promoteurs. Donc, c'est un vrai sujet demain. Donc, comment on règle ça? Ça ne va pas être simple. Ça va pas être simple. Donc, la problématique du foncier, le prix du foncier, c'est un sujet. Je pense qu'il faudra le regarder. Il y a des secteurs en France où il n'y a pas de problématique parce que le foncier n'est pas cher. Vous allez en Aveyron, allez, votre foncier, vous le payez à 8 euros viabilisé. Ici, on est maintenant, sur ma ville, à 500 euros. Donc, comment ça marche, cette histoire? Donc, j'ai bien entendu, effectivement, le BTP qui dit notre coût de construction, mais il faudra agir sur les propriétaires fonciers. C'est un vrai sujet. On ne peut pas se permettre de faire la culbute financière en 5 à 6 ans. Je veux bien que la pierre soit un investissement intéressant, mais il faut que ça reste acceptable par la société et l'ensemble de la société. Merci. Jean Papadopoulos, justement, il y a un glissement de la compétence habitat, logement des maires vers les intercos. On le voit avec les PLUI, on le voit avec des plans de l'habitat. Est-ce que cette dimension-là, donc déjà cette compétence-là à l'échelle intercommunale est plus facile à organiser quand on a un champ d'application plus large? Et quelles sont les initiatives et le cas d'exemple que vous pouvez donner pour la CAPI, qui a peut-être des contraintes et des réalités un petit peu différentes des différents territoires qu'on a pu évoquer ce matin? Oui, alors ce qui se passe sur la CAPI, je vous rassure tout de suite, on n'a pas de PLUI sur la CAPI parce qu'on a atteint largement le seuil des communes et du minimum de blocage, de la minorité de blocage. Et moi, j'ai été intellectuellement très favorable au PLUI pendant longtemps et j'ai revu un peu ma position non pas philosophique de base, mais dans la réalité de la pratique dans beaucoup d'intercommunalités que je fréquente. Et je me suis dit qu'effectivement, je comprenais l'inquiétude de mes collègues maires. Voilà. Alors, je plains aussi les maires, comme on nous a dit qu'on était à plaindre là-dessus. Moi, je suis maire d'une petite commune. L'acceptabilité, on en parle, bien sûr. Mais si on explique, ça se fonctionne plutôt bien. Et qu'on peut arriver quand même à faire des choses. Ce qui nous bloque au niveau de l'ensemble de la construction, ce n'est pas la volonté de faire, parce que les gens sont là et si on leur explique, c'est qu'en fin de compte, quand on nous dit qu'il faut qu'on maîtrise le foncier, pour maîtriser le foncier, il faut trouver de l'argent. Or, l'intercommunalité n'a pas d'argent. Alors, l'intercommunalité, la CAPI, est la deuxième intercommunalité du département, le deuxième pôle économique, le deuxième pôle démographique. Oui, n'empêche qu'on est privé de nos ressources en permanence par un tas de lois et de normes qui font que l'argent qu'on a, on le dépense en normes et en respectant un certain nombre de sujets, que ce soit au niveau de la construction, du sol, de la préservation, du pissenlit historique qu'on pourrait trouver à un endroit et qu'il faudrait préserver. Voilà, sans parler du papillon exceptionnel qui se trouve coincé entre l'autoroute, la nationale et la voie de chemin de fer chez nous. Vous vous rendez compte, on est à 2 doigts d'avoir la biodiversité de l'Amazonie. Et donc... Et oui, mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que moi, si j'avais des revenus qui ne soient pas amputés en permanence par tout un tas de choses et d'études et de contraintes supplémentaires, cet argent-là, eh bien, j'achèterais des terrains par le biais de la commune ou par le biais de l'intercommunalité et on ferait probablement affaire avec des tas de bailleurs et on leur fournirait des terrains pour construire. Parce que c'est pas nous, enfin moi je partage pas votre avis, monsieur le maire, de bloquer le système des prix des propriétaires terriens, etc. La propriété en France est inaliénable et donc ça c'est un sujet sur lequel effectivement je peux pas partager votre vision. Par contre, que la collectivité puisse acquérir du terrain, parce que si on veut que les choses fonctionnent, il faut être maître du foncier. Si on n'a pas de foncier, que ce soit du foncier économique ou du foncier, et ici on parle de l'habitat, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Et ce foncier-là est cher, on ne peut pas obliger les gens de le vendre bon marché, parce que ce n'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Enfin, on est dans un pays,
on va dire, libérale. Voilà. On fonctionne comme ça depuis de nombreuses années où le droit de propriété est inaliénable. Eh bien, c'est ça. Et moi, je manque de crédit à l'échelle de la CAPI pour pouvoir acheter du foncier et le transmettre pour faire des logements. Je précise, des logements sociaux, il en faut. Bien sûr, il en faut. Et nous avons sur la collectivité CAPI plus de 33%, donc on est au-delà des normes. Bien sûr, on est largement au-delà des normes. Mais la loi est faite de telle façon que chaque commune doit résoudre son propre problème. C'est-à-dire qu'on nous demande de réfléchir à l'ensemble de tous les sujets au niveau de l'intercommunalité, de mutualiser la défense incendie, l'eau, l'assainissement, l'électricité, l'économie, la voirie, tout le reste. Mais à ce niveau-là, la loi SRU dit non, telle commune, vous êtes un petit peu en carence, donc on va vous pénaliser. Et il y a des communes sur la CAPI qui ont des pénalités, il y a 2 en particulier, qui ont des pénalités, alors que l'ensemble de la CAPI dépasse toutes les statistiques nationales et qu'on a quand même sur un territoire de 115 000 habitants, 3 quartiers en rue. C'est quand même hallucinant, où il y a des quartiers où il y a 65%, 70% de logements sociaux. On était à 85% auparavant. Donc, avec cette loi qui fait qu'on raisonne à une échelle nationale de la même façon qu'on se trouve à 30 km de la 2e métropole de France ou dans le fin fond du Massif central, c'est ça qui ne va pas. C'est ça qui ne va pas. Ce sont toutes ces normes qui s'appliquent sans discernement, avec une incapacité de comprendre. Moi, en tant que président d'intercommunalité, c'est un message que j'ai déjà donné au préfet, à l'ancien et au nouveau. Donc je peux le répéter, même à l'ancien préfet de région qui est parti maintenant. Eh bien, en fait, je ne comprends pas le message de l'État là-dessus. Je ne comprends pas ce qu'on attend de moi. Parce qu'on me demande systématiquement une chose et son contraire. Donc en fait, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse pour arriver à la fois à construire, pour fournir des logements à des gens qui ont envie de travailler. Parce qu'avec toutes ces normes, on parle de terrain, mais je vais vous donner un tout petit exemple, parce que ça, c'est quand même parlant. 2023, on a refusé 17 projets de nature internationale au niveau économique sur la CAPI à cause des normes et des lois qui s'imposent sur les terrains. 17 projets. Échelle internationale, ce n'est pas l'artisan du coin, ce n'est pas péjoratif de parler de l'artisan, ce n'est pas l'électricien ou l'électricien, le plombier, ou voilà. Et c'est ce qui se passe sur le foncier à bâtir pour les entrepreneurs de BTP, la fédération des promoteurs, etc., etc. C'est ça qui se passe au quotidien. D'autant plus peut-être en précisant qu'avec, effectivement, comme ça a été indiqué avec l'engagement ZAN, l'arbitrage devra être fait par les collectivités. C'est une contrainte en plus pour consacrer du foncier au logement. La loi ZAN, tout à l'heure, Mme Dionnet, vous disiez, ça part d'un bon sentiment pour le VEFA. Là aussi, la loi ZAN, c'est une grande idée généreuse, c'est-à-dire se dire on urbanise trop, on consomme trop de terrain en France, et donc il faut diminuer la consommation de terrain pour les générations futures, et on ne peut pas continuer à urbaniser n'importe où. Sauf que, donc là, ça part d'une bonne intention, bien sûr. Sauf que dans la réalisation pratique, là aussi, je l'ai dit tout à l'heure, on raisonne pour la loi ZAN de la même façon sur la CAPI à 30 minutes, quand il n'y a pas d'embouteillage, 30 minutes de la Part-Dieu. Le matin ou les jours de week-end de ski, c'est pas pareil. Mais 30 minutes de la Part-Dieu, comme on raisonnerait si on est, vous avez cité l'Aveyron, la Creuse, etc. Je discutais avec la présidente du département de la Creuse. Alors, le département de la Creuse, c'est un département qui a à peine plus d'habitants que la CAPI. Eh bien, la loi ZAN, ils ne sont pas embêtés dans la loi ZAN là-bas pour bien faire ce qu'on veut, parce que de toute façon, elle se demande comment elle va avoir autant de monde demain qu'aujourd'hui. Donc, on n'est pas en train de se demander où est-ce qu'on va construire les immeubles et les maisons, etc. Et tout le monde est tout le monde est content. Je ne sais pas s'ils sont contents. Mais en tout cas, c'est un sujet qu'ils n'ont pas. Or, la loi ZAN s'applique chez eux comme chez nous. C'est ça qui ne fonctionne pas. Voilà. Alors, la loi ZAN, je précise quand même, c'est que en ce moment, ça n'est pas elle qui nous bloque. Ce n'est pas elle qui nous bloque. Parce que la loi ZAN pénalise ceux qui n'ont pas fait beaucoup. Parce que quand vous avez peu construit ou peu aménagé, on va dire en surface, 50% de pas grand-chose, c'est vraiment très peu. Par contre, ceux qui ont fait beaucoup, 50% de beaucoup, il en reste toujours davantage. Nous sommes dans ce cas-là. Donc, moi, la loi ZAN sur la CAPI, elle s'appliquera bien sûr, mais pas dans un avenir à très court terme. Ce qui nous bloque sur la CAPI, ça n'est pas la loi ZAN sensu stricto
aujourd'hui, c'est l'ensemble des normes qu'on nous rajoute et qui font qu'on dépense de l'argent alors qu'on pourrait en mettre. On était en copile de PLH il n'y a pas bien longtemps. En politique de la ville, on essaye de mettre de l'argent pour aider les rénovations, pour aider ces quartiers en difficulté, aider tous ces sujets-là. On n'a pas les moyens de mettre davantage d'argent, alors que je rêverais d'en mettre davantage. Et pourquoi je ne l'ai pas, cet argent-là? Parce que je le dépense à des tas de choses. Je vais vous citer un petit exemple que je donne. C'est anecdotique parce qu'à l'échelle de la CAPI et sur tout un mandat, ce n'est pas gigantesque, mais c'est quand même révélateur. On a une zone d'activité industrielle qui est prévue au bord de l'autoroute, donc la fameuse zone dont je vous parlais entre la nationale, l'autoroute et la voie de chemin de fer. Et bien, là où il y a le papillon. Là où il y a le papillon. Ouais, là où il y a le papillon. Mais par ailleurs, je suis biologiste, donc le papillon, je suis sensible. Mais voilà. Et donc, j'écrase jamais un escargot, moi. Et donc, en pratique, à cet endroit-là, la loi nous a obligés de dépenser en fouilles archéologiques plus de 800 000 euros. Donc, on a dépensé des fouilles archéologiques. Vous pensiez bien que s'il y avait eu Pompéi ou la connaissance de Pompéi à côté de vos milieux, on l'aurait su depuis bien longtemps. Voilà. Donc, on a dépensé 800 000 euros pour trouver 3 tuiles et 4 cailloux. Et Jean-Philippe Poget, là, qui est là, notaire, il sait bien où c'est. C'est à 2 pas de là où il a passé toute sa jeunesse. Eh bien, voilà, ça c'est de l'argent perdu. Moi, je l'aurais bien mis dans la politique de la ville. J'aurais bien aimé aider les bailleurs sociaux à rénover d'autres logements, à travailler dans ces quartiers, à refaire des quartiers qu'on refait entièrement parce qu'on a dépensé plus de 50 millions dans les quartiers en rue sur la CAPI, sur les 3 quartiers. Bourgoin, Villefontaine et puis l'île d'Abo, ça, ce serait quand même de l'argent mieux employé que ce genre de choses. Donc, il faudrait bien pouvoir déroger toutes ces choses-là. Et pour arriver à ça, il faut avoir un interlocuteur de l'État unique. Et ça, c'est le point majeur de dysfonctionnement absolu de l'État en ce moment, c'est qu'on n'a pas, et quand je vous dis je ne comprends pas ce que veut l'État, je ne le comprends pas. Pourquoi? Parce que le préfet me dit une chose, les préfets ont été mis à la tête des départements au moment de c'est Napoléon qui a organisé tout ça. Et c'était l'interlocuteur de l'État sur le territoire. Ça, c'était bien. Donc, on pouvait être d'accord, pas d'accord, mais il n'y en avait qu'un. Maintenant, il n'y en a pas qu'un. Il y a le préfet, l'agence de l'eau, il y a l'Adréal, il y a les bâtiments, il y a etc., etc. Et vous additionnez tout ça, ce qui fait qu'en fait, chacun apporte sa parole. Vous n'y comprenez plus rien du tout et vous êtes absolument certain de qu'est-ce qui peut exactement se passer. Rassurez-vous, rien du tout. Rien du tout. Et nous en sommes là. Donc, je déplore cet état de fait. Donc, on se bat comme on peut avec, en ce moment, un préfet de l'Isère qui est volontariste, mais c'est extrêmement compliqué. Et voilà où sont les blocages. Très bien. Philippe Rémy, est-ce que vous partagez ce constat sur ce point? Où se situe la ville de Crolles dans ses engagements et son taux de logements sociaux sur la loi SRU? Et je vous entendais réagir tout à l'heure par rapport au bon curseur pour éviter la spéculation foncière et peut-être que vous vouliez compléter là-dessus. Simplement pour répondre à Jean Papadopoulos, je ne dénie pas la propriété foncière. Bien sûr, la propriété foncière est un droit inaliénable. Simplement, je dénonce la spéculation sur la propriété foncière. Ce n'est pas la même chose. 2 choses différentes. Donc aujourd'hui, la spéculation sur la propriété foncière dans les secteurs tendus amène des difficultés d'acquisition foncière pour les promoteurs, qu'ils soient bailleurs sociaux ou promoteurs privés. Bon, sur la ville, nous, on continue à faire du logement. Des fois, je dis, il vaudrait mieux que je fasse une ville moche, pas agréable à vivre, parce que ça ferait baisser le coût du foncier. On n'en est pas là, parce que, évidemment, tout le monde a droit au bien, au beau et au bien, quelle que soit sa situation professionnelle et ses ressources. Moi, je suis militant de ça. Ensuite, sur la ville, oui, on continue à avancer. Alors, nos difficultés, et là, je rejoins, par contre, le président de la CAPI, l'État, c'est pas simple aujourd'hui. Pas simple, avec des injonctions contradictoires. Il y en a un qui vous dit il faut faire ça, vous avez l'ABF qui vous dit non, attention, c'est protégé, on ne peut pas faire, vous avez les enquêtes environnementales, l'architecte des bâtiments de France, vous avez les enquêtes environnementales, donc, et je rejoins sur la nature et l'environnement, on veut tous la protéger, mais aujourd'hui, des fois, quand vous faites de l'acquisition foncière, on a fait de l'acquisition foncière, j'aurais mieux fait de couler une dalle de béton, parce que je n'aurais pas été emmerdé derrière par des problèmes environnementaux. Parce que, bien évidemment, dès que vous laissez une zone, la nature a horreur du vide. Elle vient se réinstaller. Et manque de peau, vous avez... c'est pas le papillon, moi, c'était le crapaud, calamite. Crapaud calamite. Donc, dans le cadre d'une étude, ils ont entendu un cri de crapaud calamite.
Donc ça nous a amené du coup à trouver des aménagements spécifiques, etc. C'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple. Hein. L'État n'est pas toujours accompagnant. C'est-à-dire que les injonctions sont diverses et variées. C'est-à-dire qu'on veut protéger l'environnement. De l'autre côté, on veut faire aussi du logement. Comment on arrive à concilier les deux? C'est jamais simple. Bon, en tout cas, sur la ville, nous, on continue à porter une politique de logement. Alors, le ZAN, ça peut être une difficulté, ça dépend. Et je suis d'accord pour que on devrait avoir une différenciation territoriale. Moi, j'ai le problème avec une consommation foncière importante parce qu'on a une zone d'activité économique, ST Microelectronics, qui nous a coûté énormément de foncier. C'est pas du logement. Et après, on nous dit, ah ben tiens, il faudra faire du logement pour loger les gens du ST. Bon, comprenez un peu les paradoxes. Donc aujourd'hui, nous, les problématiques, on a commencé à reconstruire la ville sur la ville, mais on l'a fait sur des zones plutôt qui étaient des zones artisanales PME, PMI. Donc pour donner du droit à construire, il y a des promoteurs enfin pas des promoteurs, mais des sociétés, des entreprises qui ont permis le développement de la ville. Donc on leur a donné avec du droit à construire finalement un chèque, parce que ça faisait monter le prix du foncier. Donc ils pouvaient mieux monnayer leur foncier, donc éventuellement se réinstaller ailleurs. Mais la question, c'est où est-ce qu'on les réinstalle ailleurs? Et donc là, il faut que je négocie pied à pied avec les services de l'État, parce qu'il y a des entreprises qui veulent se réinstaller sur la ville. Donc comment on m'autorise à réinstaller les entreprises qui ont permis le développement économique et qui contribuent largement effectivement au développement de la ville? Comment, demain, l'État accepte des zones à urbaniser? J'ai négocié pied à pied. J'ai réussi à obtenir quelques hectares pour nos entreprises qui vendent finalement leur immobilier et qui pourront se réinstaller sur la ville ou sur le territoire du Grésivaudan. Donc les difficultés, elles sont là. C'est comment, effectivement, l'État nous laisse faire des opérations. J'ai une opération aussi sur un groupe scolaire. Donc comment on nous laisse quand même des fonciers pour gérer des opérations à tiroir? Ça, c'est un vrai sujet. Patricia Dudonné, pour terminer, on l'a entendu, cette contrainte foncière, de rareté foncière, a évidemment beaucoup d'incidence sur la production et la création de logements sociaux. On voit par exemple sur le PLH de la métropole de Grenoble que c'est dans le diffus que les élus espèrent pouvoir trouver des logements supplémentaires à ajouter au parc. Déjà, est-ce que c'est une bonne mesure et quelles contraintes ça peut avoir pour vous, les OPH, les bailleurs sociaux, dans la gestion du parc? Alors, dans la gestion, pas grand-chose, puisqu'on sait gérer du diffus, et ça, c'est pas trop le sujet. Et notamment en site urbain où on est tous implantés, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est produire ce logement. On travaille depuis, c'est historique, les bailleurs sociaux ont toujours travaillé sur de l'acquisition-amélioration. Acheter des logements ou notamment des lots vacants, des secteurs vacants, retravailler. Ça, c'est pas une question de technicité. On sait faire, on sait racheter des choses qui aujourd'hui ne sont plus sur le marché, où il y a une dent creuse à côté, où il y a quelque chose, un îlot à reconstruire, à retravailler. Ça, travailler la ville sur la ville, on sait faire, on a une expérience, voire une expertise là-dessus qui est historique chez les bailleurs sociaux. On a parlé tout à l'heure de surélévation. Je pense qu'en termes de volume, je crois que c'est Vincent David qui a dit, on ne va pas changer le monde, mais c'est aussi des choses si les PLU nous y autorisent, si la structure de notre bâtiment a été prévue au départ, parce qu'il y a beaucoup de si dans la surélévation. Voilà. Pareil, transformer du bureau en logement, mais bien sûr qu'on est volontaire. Le principal nerf de la guerre aujourd'hui, c'est que ça ne coûte pas la même chose de transformer des bureaux avec des étiquettes énergétiques lamentables, des bureaux qui ont une trentaine d'années, en des logements ou des acquisitions-améliorations dans des centres-bourgs on a des bâtiments qui ont plus de 100 ans, et de faire de ça du logement social dans la norme du neuf qui est attendue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va sur de l'acquisition-amélioration, on ne va pas sortir un bâtiment en F ou en E. Il faut qu'on le sorte à minima, ce qu'on appelle en BBC rénovation, c'est-à-dire au moins en B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fois, c'est complexe, donc qui dit complexe dit cher. À la fois, ça implique de travailler sur des choses extrêmement diverses au niveau technique, et donc ça coûte beaucoup plus d'argent. Et
là, la question, et vous parliez de la métropole grenobloise, la question c'est toujours la même, c'est-à-dire si on nous dit demain pour cause de ZAN ou pour cause de choix politiques, et nous on ne fait pas de politique, on fait du logement, donc on s'adapte, on ne fait plus du neuf, c'est-à-dire on ne fait plus ce qu'on a connu pendant très longtemps, le terrain avec les réseaux qui arrivent au bord et puis on construit dessus. Si c'est plus ça le modèle, si on change de modèle, alors comment on réinterroge notre modèle économique? Parce que ça, l'acquisition-amélioration, ça peut être jusqu'à 50-60% plus cher que le neuf. Et moi, on parlait de terrain, on parlait de foncier, on parlait de l'engagement des collectivités. On a beaucoup tapé sur l'État, alors c'est bien parce que quand ils ne sont pas là, c'est plus facile, mais on le fait aussi quand ils sont là, je vous rassure. Moi, je tiens quand même à rappeler, même si on a l'impression, nous les bailleurs sociaux, qu'on radote, que depuis 2018, on nous fait une ponction sur nos résultats d'exploitation. C'est-à-dire que c'est un prélèvement qui n'est pas sur notre résultat final d'entreprise, ce n'est pas un impôt sur notre résultat, c'est un impôt sur notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on nous retire 1,5 milliard au niveau national de ce qu'on appelle le loyer de solidarité, la réduction de loyer de solidarité, la RLS, 1,5 milliard. Et après, on nous dit, attention, Cézanne, il faut faire de l'acquisition-amélioration. On se tourne vers les élus locaux qui se grattent la tête et je rejoins ce qu'a dit Monsieur le Président ou ce qu'a dit Monsieur le maire, en se disant, mais on va trouver l'argent pour faire ça qui nous plaît bien, plutôt que de faire le neuf comme on le faisait jusqu'avant. Et donc, on se gratte tous la tête et il y a 1,5 milliard qui remonte tous les ans. Et nous, on a un discours assez simple, les bailleurs sociaux au niveau national et au niveau isérois, c'est pas loin de 40 millions aujourd'hui, la RLS, de ponctionner sur les bailleurs de l'Isère. Rendez-nous les 40 millions, on sera en capacité de faire de l'acquisition-amélioration au top, on ira sur les dents creuses, on fera de la surélévation, on transformera des bureaux en logements, on aura une capacité de faire qui va s'ouvrir. Et pour revenir à nos amis promoteurs, on pourra aussi leur acheter un petit peu plus cher les logements, puisqu'aujourd'hui, ils nous reprochent de leur acheter pas très cher, ce que je peux entendre, mais aujourd'hui, nous, on ne peut pas faire mieux. Donc tout ça, vous voyez, c'est un nœud. Et 2018, aujourd'hui, on nous dit l'État doit faire des économies. Donc on ne peut pas vous rendre les 1,5 milliard qu'on vous a piqué. Oui, d'accord, mais enfin, bon, quelque part, tout à l'heure, on parlait de TVA, de machin. Nous, à un moment donné, on n'a rien demandé. On est venu nous prendre 1,5 milliard dans la caisse. Aujourd'hui, on nous dit, comme l'État manque d'argent, on ne peut pas vous le rendre. Voilà. Donc c'est quand même une ponction, je rappelle, d'exploitation. Ça, c'est quelque chose d'inédit. Merci à tous les trois pour vos interventions. On touche à la fin de cette table ronde de l'immobilier. Vous pouvez les applaudir. Merci. Autant de sujets qui ont été abordés dans cette table ronde que vous pouvez retrouver dans notre guide de l'immobilier qui était en joint avec l'exemplaire de nos abonnés vendredi dernier, qui sera en kiosque avec l'exemplaire de demain. Donc ce guide de l'immobilier baptisé l'actualité de l'immobilier 2024 qui comporte différentes parties, une partie actualité et conjoncture, une partie des prix et analyses que nous avons évoquées avec les notaires de l'Isère, une partie financement et fiscalité et enfin une partie d'aménagement et décoration. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à ceux qui nous ont suivis en ligne également. On remercie également toutes les équipes techniques, les petites mains de cet événement, que ce soit chez les notaires de l'Isère ou dans l'équipe des affiches qui ont contribué à sa réussite. Et je donne le mot de la fin à Maître Stanislas Dufresne, président de la Chambre des notaires de l'Isère. Je vous en prie, vous pouvez vous installer ou rester debout si vous le préférez. Oui, ça va pas être très long. Donc, quelques mots pour conclure. Je remercie donc à tous d'être venus. Je remercie également ceux qui ont pu nous suivre en live également. Je remercie bien évidemment l'ensemble des intervenants par la qualité de leur analyse et puis la qualité des échanges qui ont été vraiment passionnantes et très enrichissantes. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 5e édition de l'IMO en vue. Et je vous invite à poursuivre nos échanges autour d'un verre dans la salle qui est à côté. Voilà. Et puis je remercie bien sûr Victor Gilbert pour avoir animé cette matinée. Merci à vous.